Quelque part, dans l'espace, la sonde Voyager transporte un disque de cuivre. Destiné à d'éventuels extraterrestres, il contient des informations fondamentales concernant notre planète. Il y a l'image de l'homme et de la femme. Avez-vous remarqué un détail? L'homme est grand, la femme plus petite, comme si cela allait de soi. Partout dans le monde, les femmes sont en moyenne plus petites que les hommes. Même chez les Européens du Nord, qui sont actuellement les plus grands du monde, la femme est dominée d'une quinzaine de centimètres environ. On a énormément de mal à imaginer que les choses pourraient être inversées, que les hommes soient plus petits que les femmes. Un monde où, dans la rue, vous voyez l'inverse de ce qui se passe aujourd'hui. Il y a pourtant des espèces animales où les femelles sont plus grandes que les mâles. Le dimorphisme sexuel de taille, comme l'appellent les scientifiques, n'est pas toujours celui qu'on imagine. Chez la baleine bleue, la femelle est plus grosse que le mâle. Ce qui veut dire que le plus grand mammifère au monde est non seulement la baleine bleue, mais c'est la femelle baleine bleue. Vous saviez, vous, que le plus grand animal sur Terre était une femelle? Alors, pourquoi, chez les humains, les mâles sont-ils toujours les plus grands? C'est un formidable sujet de recherche. Comprendre le dimorphisme, c'est nous comprendre nous-mêmes. Pourquoi nous sommes tels que nous sommes. Bon, allez, viens. Tiens, vas-y, mets-toi là, vas-y, serre bien les pieds. Voilà, rentre le ventre. Regarde droit devant. Voilà. Pour grandir, il faut de l'énergie, il faut de l'oxygène qui arrive dans les cellules, il faut des hormones pour alimenter l'ensemble de la machinerie. Donc la croissance est vraiment une résultante de plein de facteurs. Comme nous le dit la médecine, nous grandissons par un jeu complexe d'hormones, dont la plus connue est l'hormone de croissance. Sécrétée dans le cerveau par l'hypophyse pendant les phases de sommeil, elle circule dans le sang jusqu'au foie, où elle déclenche la sécrétion d'autres hormones qui assurent la croissance des os. C'est le cartilage, à leurs extrémités, qui grandit. Cette structure souple se solidifie peu à peu jusqu'à l'âge de la taille adulte, aux environs de 18 ans. La taille dépend de notre patrimoine génétique. Ça se voit. Il y a des familles de grands et des familles de petits. Mais au sein d'une même famille, tous ne font pas la même taille, et les hommes sont en général plus grands. Y aurait-il un gène de la grande taille pour les hommes et celui de la petite taille pour les femmes? Dans les dernières années, il y a eu beaucoup d'efforts pour essayer de savoir à quel endroit sur les 30 000 gènes du génome, eh bien, il y a des gènes qui jouent un rôle dans cette variation de la taille. Il y a eu beaucoup d'efforts là-dessus. Ces efforts, pour l'instant, ils nous ont dit que dans plein d'endroits du génome, des dizaines de régions, il y a des régions qui jouent un tout petit rôle, mais finalement qui, pour l'instant, n'arrivent pas à expliquer plus que 5% de cette variabilité. Donc c'est clair que dans les années à venir, il y aura des progrès, qu'on arrivera mieux à le comprendre, mais pour l'instant, on reste assez frustré entre, d'un côté, on sait qu'il y a beaucoup de génétique dans la variabilité, puis de l'autre côté, les données actuelles montrent qu'on en explique une toute petite partie avec les gènes tels qu'ils sont connus. Donc, si la taille est dépendante de tant de gènes, nous pourrions être grandes, nous aussi. Mais d'ailleurs, ne sommes-nous pas en train de rattraper les hommes? Tout le monde le dit. Les filles, comme les garçons, deviennent de plus en plus grandes. Peut-être que ces 15 cm vont enfin disparaître. C'est vrai que nous sommes souvent plus grands que nos parents, qui étaient plus grands que nos grands-parents. Mais nos arrière-arrière-grands-parents n'étaient quand même pas des Lilliputiens. Pour avoir une idée de l'évolution de la taille, il faut quitter l'individu et réfléchir au niveau des groupes, des populations. C'est le travail des historiens. Ils calculent la taille moyenne des populations et étudient ces variations. C'est l'anthropométrie.
À partir des registres d'enrôlement des armées, Laurent Héberger a ainsi retracé les variations de la stature en Europe sur plus de 4 siècles. On ne devient pas de plus en plus grand. On observe en fait des périodes de croissance et puis de décroissance. On est plus dans des phénomènes d'ordre cyclique que linéaire. Pour le XXe siècle, on constate qu'il n'y a pas d'évolution régulière de la stature, enfin de croissance donc régulière de la stature, mais au contraire, on a des pays où on assiste à des stagnations, voire même à des régressions. Alors surtout au début du XXe siècle, mais encore tout récemment, donc pour les cohortes de naissance 1970, des décroissances staturales. Un cliché qui tombe. On ne devient pas de plus en plus grand. Certains disent même que l'on deviendrait par contre de plus en plus gros. Mais ça, c'est une autre histoire. Concernant les femmes, il n'y a pas de femmes qui font le service militaire, donc on a recours à des registres de prison. On n'a pas d'indication sur les femmes avant le XIXe siècle. Or, l'histoire anthropométrique montre que dans cette période de difficulté, surtout de la première moitié du XIXe siècle, la stature diminue, mais la stature des femmes, en général, diminue avant celle des hommes. Et quand la reprise a lieu, la stature des femmes augmente plutôt après celle des hommes. Les hommes sont-ils prédestinés à toujours nous dominer de leurs centimètres ? Parce que nous n'allons pas les rattraper si nous sommes les premières à diminuer de taille et les dernières à grandir. Il doit bien y avoir des explications à ces changements de taille. Alors, 1m36,8. Voilà, parfait. Il y a bien sûr des variations qui ne sont pas dans le génome, mais qui sont des variations dans l'environnement. Et on connaît quand même beaucoup d'exemples de situations qui modifient la taille, soit à court terme, soit à long terme, et qui dépendent non pas de la génétique, mais clairement de l'environnement. L'alimentation est un facteur clé de la croissance. Pour grandir, nous avons besoin de calcium et de certains éléments protéiques qui ne se trouvent que dans les œufs, le poisson, la viande et les laitages. Les conditions de vie entrent aussi en jeu. Un rythme de vie sain, des enfants qui ne sont pas contraints à travailler, tout cela permet d'atteindre ce que l'on appelle son potentiel de croissance. Étudier la stature pour un historien permet donc de comprendre comment vivaient les populations masculines évidemment. L'avantage de ces registres, c'est qu'on a, surtout quand il s'agit de registres de conscrits, l'ensemble de la population qui est enregistrée. Donc ça permet de voir, par exemple, que en général, les cols blancs sont plus grands que les cols bleus, que les ouvriers agricoles et les ouvriers du textile sont parmi les plus petits. Et en Angleterre, pour citer cet exemple, où là, les inégalités atteignent vraiment des sommets, au début du XIXe siècle, à la période de l'adolescence, les aristocrates dominent littéralement de 15 cm en moyenne les rejetons des classes populaires londoniennes. Tiens, là aussi il y avait 15 cm de différence. La taille est donc un indicateur du niveau social, des conditions de vie, d'alimentation et de santé. Ici règne une hygiène stricte d'où n'est pas absente une certaine coquetterie. Surveillé et soigné par un personnel nombreux, attentif et qualifié, ce petit monde recouvre peu à peu la santé sans presque s'en apercevoir. Ce qui était vrai dans les siècles passés l'est toujours à notre époque. Les mêmes processus sont à l'œuvre et les médecins peuvent maintenant expliquer comment le corps peut arrêter de grandir. Dans des situations de famine, eh bien, on a dans notre système, dans notre génome, des éléments qui permettent de réguler la croissance et finalement de protéger les fonctions essentielles, comme par exemple le développement du cerveau, au détriment, je dirais, d'une fonction qu'on peut considérer comme un peu de luxe, c'est-à-dire la croissance. L'organisme arrête de grandir
pour se protéger et pas gaspiller l'énergie qui est en toute petite quantité. Donc il y a une plasticité entre notre patrimoine génétique et puis les influences extérieures qui finalement nous modèlent tel qu'on est au niveau de la taille adulte. La taille est donc le résultat de notre génome et de nos conditions de vie. Mais cela ne nous dit toujours pas pourquoi les femmes mesurent 15 cm de moins. Pendant l'enfance, garçons et filles grandissent à peu près de la même façon. Les filles démarrent plus tôt, grandissent un petit peu moins pendant la puberté. Les garçons, ils ont plus le temps de grandir avant le développement de leur puberté, et puis ils grandissent un peu plus pendant leur puberté. Puis finalement, c'est deux différences. Une différence dans la chronologie et une différence dans l'amplitude. C'est ça qui fait la différence moyenne qui existe entre les hommes et les femmes. La voilà l'explication. Les garçons grandissent plus longtemps que les filles. Pour les médecins, le film serait déjà fini. C'est normal, ils ont besoin de savoir comment le corps fonctionne pour le soigner. Mais si nous voulons savoir pourquoi c'est comme ça, il va falloir aller chercher ailleurs. Là où s'arrête l'investigation de la médecine, commence celle de la biologie de l'évolution. Le fait qu'il existe des différences de croissance entre mâles et femelles est évident. Il faut bien que mâles et femelles grandissent différemment pour aboutir à ces différences de taille. Le problème, c'est que ces différences de croissance sont une observation. Elles ne sont pas une explication. Pourquoi mâles et femelles grandissent-ils différemment? C'est là toute la question. Expliquer les différences de croissance n'est pas expliquer pourquoi il y a des différences de taille à l'âge adulte entre mâles et femelles. Ce sont deux questions différentes. Si l'on veut aller plus loin que le niveau de l'observation, aussi précis soit-il, il faut entrer dans une dimension qui prenne en compte le temps, l'évolution et qui nous place au milieu des autres espèces. Bienvenue dans le monde de Charles Darwin, où l'homme n'est qu'un primate parmi les autres et où même le lézard peut nous apprendre quelque chose sur nous-mêmes. Effectivement, des différences de croissance peuvent expliquer des différences de taille entre mâles et femelles. Mais cette croissance, là encore, ce n'est pas un paramètre qui va être fixe pour une espèce dans tous les environnements. Pour le lézard vivipare sur lequel je travaille, effectivement, les femelles sont toujours plus grandes que les mâles. Mais chez d'autres organismes, comme les tortues par exemple, on observe que ce dimorphisme peut varier en fonction des conditions environnementales. Dans certains cas, ça sera les femelles qui seront plus grandes, et dans des conditions contrastées opposées, ça sera les mâles qui seront plus grands que les femelles. Donc on ne peut pas véritablement dire que pour toutes les espèces, le dimorphisme est fixé. Chez l'homme, qui est un animal comme les autres, les mêmes processus de sélection peuvent se mettre en place, et de ce fait, le dimorphisme sexuel de taille n'est, à mon avis, pas fixé. Alors les hommes pourraient être plus petits, comme chez les lézards. Et ce n'est pas absurde, c'est de la biologie de l'évolution. Mais ne sont-ils pas plus grands depuis la nuit des temps ? La preuve, c'est bien la petite Lucie, notre australopithèque vieille de plus de 3 millions d'années. À partir des données fossiles, comment distingue-t-on deux formes très ressemblantes provenant d'un même site? Sont-elles mâles ou femelles? Est-ce un grand mâle et une petite femelle? Ou est-ce peut-être deux espèces différentes? Ici, Lucie en est un excellent exemple. Les archéologues ont décrété que Lucie était une femelle parce qu'elle était petite. Sur le même site, on a trouvé des sujets plus grands et on les a identifiés comme des mâles. Ce qui est certain, c'est que l'on a des petits spécimens et des grands spécimens. La question est de savoir pourquoi les petits seraient des femelles et les grands des mâles. En fait, chez les primates, il existe des cas où les femelles sont en moyenne plus grandes que les mâles. Dès le début, on a affirmé trop rapidement que comme Lucie était petite, c'était une femelle. En fait, on tourne en rond. Pour moi, la question reste ouverte.
Je ne peux pas vous dire quelle est la bonne réponse. Il est possible que l'on ait des petites femelles et des grands mâles, mais il est aussi envisageable qu'on soit en présence de deux espèces. Je ne vois pas comment les scientifiques pourraient répondre à cette question de façon certaine. Certains scientifiques sont tellement sûrs que les mâles doivent être plus grands qu'ils ont décidé que Lucie était une femelle, simplement parce que c'était un petit fossile. Ça alors, ce préjugé sur la différence de taille est tellement ancré dans nos têtes qu'il peut brouiller l'analyse scientifique. Mais pourquoi aller chercher dans un passé lointain les raisons de notre différence de taille actuelle ? Que nous dit exactement la théorie de l'évolution ? Les scientifiques ont posé comme hypothèse de départ qu'une mutation avait eu lieu sur des gènes liés à la taille qui ne seraient actifs que chez les hommes. Cette mutation a produit un homme plus grand. Il a transmis sa grande taille à ses fils, pas à ses filles. Cette grande taille est avantageuse, elle se propage. Globalement, la taille des hommes augmente, pas celle des femmes. La question qu'il faut résoudre est donc, pour quelle raison une grande taille est-elle avantageuse pour l'homme ? En travaillant sur des espèces à durée de vie courte, les chercheurs commencent à comprendre ces mécanismes d'évolution. Quand plusieurs individus contribuent différemment à la génération suivante, cela peut être dû à divers mécanismes. Ils ont peut-être mieux réussi que d'autres à atteindre la maturité ou ont vécu plus longtemps. On appelle ces pressions de sélection la sélection naturelle. Il se peut aussi que certains individus aient eu plus de succès à trouver ou à attirer un partenaire, ou qu'ils aient été les meilleurs sur le marché de la rencontre, comme on dit parfois. On parle alors de sélection sexuelle, un autre mécanisme de pression de sélection. Mais bien souvent, ces deux types de sélection interagissent. Une grande taille pour les hommes doit donc être un atout pour survivre ou pour se reproduire. Depuis Darwin, l'augmentation de la taille des mâles a été bien souvent expliquée par ce qu'il a appelé la loi du combat. Les hommes seraient-ils comme les cerfs ? Les plus grands, parce que les plus forts, seraient les meilleurs au combat ? Une compétition entre les mâles engendre la sélection et l'évolution de caractères qui vont donner l'avantage. Dans certaines espèces, c'est la taille physique. Chez les animaux où cette compétition existe, et où les mâles se battent en se repoussant notamment à coups de bois ou de cornes, la taille compte beaucoup. Dans ces espèces, la taille des mâles a augmenté plus que la taille des femelles. La compétition entre mâles chez les animaux comme le cerf ou l'antilope favorise en général les plus imposants, et cela explique que la taille des mâles ait augmenté plus que celle des femelles au cours de l'évolution de ces espèces. Mais cette histoire a des coûts. En effet, plus votre taille est importante, plus vous avez besoin de manger, et plus vous allez souffrir en cas de pénurie alimentaire. Lors de pénuries sévères, les mâles ont beaucoup plus de chances de mourir que les femelles quand ils sont beaucoup plus gros, et ils ont toutes les chances de succomber avant les femelles. Les différences de taille corporelle ont ainsi un coût pour les mâles. Ces grands mâles vont pouvoir se reproduire plus facilement que les autres. Mais en cas de disette, ils seront les premiers à mourir de faim. C'est pas malin. Cette grande taille qui profite à l'espèce est un véritable fardeau pour les individus. La preuve qu'un avantage n'est pas toujours bénéfique. Qu'est-ce qui peut bien expliquer cette contradiction ? Ces différences ont classiquement été mises en relation avec le système d'accouplement. Typiquement, dans les espèces polygynes, où un mâle s'accouple avec plusieurs femelles, les mâles sont plus gros que les femelles. Il existe des espèces où mâles et femelles font à peu près la même taille.
Dans les espèces monogames comme le gibbon, où en théorie les mêmes partenaires restent ensemble toute la vie, il n'y a pas une forte sélection pour l'augmentation de la taille des mâles. Et donc, il n'existe pas de différence de taille entre mâles et femelles. C'est le cas de tous les mammifères strictement monogames. Il est intéressant de noter que dans l'espèce humaine, les hommes sont légèrement plus grands que les femmes, ce qui suggère qu'à une période de notre évolution, nous avons été assez largement polygames. Cela implique que chaque homme en particulier a plusieurs partenaires et a des enfants avec plusieurs femmes tout au long de sa vie. Alors nous serions plus proches des cerfs que des gibbons? Et le corps des hommes serait le signe d'une polygamie peut-être pas si lointaine? Dans ce cas, il a bien fallu que, comme les cerfs, ils aient des armes pour se battre. Et ça devrait laisser des traces dans leur corps. Chez les primates, quand les mâles sont en compétition pour les femelles, la sélection favorise le développement d'armes qui les aident à vaincre l'adversaire. Ici, on a les dents d'un mandrill mâle. Ces canines sont parmi les plus longues de tous les mammifères. Chez les grands singes, vous avez ici la dentition d'un mâle orang-outan. Il a lui aussi des dents très longues, pas aussi longues que celles du mandrill, mais très longues tout de même. Les mâles utilisent ces dents pour se menacer ou se mordre, et comme vous voyez, ce ne sont pas des dents pour plaisanter. Par contre, chez les bonobos, une espèce de chimpanzé, les mâles se battent rarement entre eux et leurs dents sont carrément plus petites. Leurs dents semblent correspondre à leur faible niveau de compétition. Chez l'homme, comme vous le savez, nous n'avons pas de longues canines. Elles sont à peu près de la même taille chez les hommes et chez les femmes. Cela laisse penser que les hommes pourraient avoir perdu leurs canines au moment où ils ont cessé de s'affronter pour les femmes. Donc d'un côté, nous avons perdu les armes pour la compétition. Mais d'un autre côté, on a quand même cette différence de taille entre hommes et femmes, ce qui laisse penser qu'il y a toujours une force qui fait évoluer différemment la taille des hommes et des femmes. Cela signifie que la différence de taille entre hommes et femmes n'aurait plus rien à voir avec la compétition, ce qui est en accord avec ce que nous apprennent les dents. Le grand costaud peut aller se rhabiller. Ce n'est pas lui la force évolutive qui a fait grandir les hommes. Mais il y a un autre type de sélection sexuelle. Il faut bien choisir son âme sœur, surtout si c'est pour la vie. Et si le grand était le préféré, le chéri de ces dames? En effet, Darwin avait observé que dans beaucoup d'espèces, ce sont les femelles qui choisissent leur partenaire. Il a appelé ça le choix des femelles. Du coup, les mâles rivalisent entre eux en couleur, chant et parfois en taille pour s'attirer leur faveur. Chez beaucoup d'êtres vivants, nous observons que les femelles ont une préférence pour les mâles plus grands. En conséquence, ceux-ci produiront plus de descendants que la moyenne à la génération suivante. La sélection sexuelle favorisera alors les caractères de ces mâles, ce qui pourra amplifier la différence de taille entre mâles et femelles. Par exemple, des chercheurs ont mené une expérience avec des oiseaux paradisiers. Ils ont artificiellement allongé la queue des mâles et les femelles ont eu une préférence pour ces mâles modifiés. Cette préférence pour les grandes tailles s'est souvent vérifiée. Et si c'était nous qui préférions les grands, créant nous-mêmes la différence de taille? Ce serait un comble. Il y a une taille idéale, elle est même extrêmement précise, c'est 1,82 m, 6 feet, voilà, c'est la taille idéale. L'avantage du grand, c'est que, bien sûr, il est d'abord désiré par toutes les autres. Alors donc, c'est quand même quelque chose qui est quand même un argument pour toute femme en particulier, savoir que le choix des autres se porte sur quelqu'un qu'elle-même, elle pourrait choisir. Donc, c'est en quelque sorte une rassurance mutuelle des femmes entre elles en se disant, puisque les autres femmes aiment les grands, c'est peut-être quand même un choix sûr, parce que on ne va pas se tromper en même temps.
Par exemple, il y a une très belle étude sur les officiers de West Point en Amérique. Des sociologues américains ont pris toute une promotion de 500-600 officiers et ils les ont retrouvés au moment où ces derniers terminaient leur temps. Ils leur ont fait reconstituer l'ensemble de leur vie conjugale. Et ce qui apparaissait clairement, c'est que dans cette promotion d'officiers, qui était donc très homogène, tous des hommes du même âge, de la même génération, vous voyez, tous ayant le même niveau de diplôme élevé, parce qu'il faut avoir des diplômes élevés pour devenir officier à West Point, tous ayant des expériences professionnelles, les habilités à se déplacer, etc., identiques. Et pourtant, à l'arrivée, on constatait que les grands avaient eu plusieurs épouses, alors que les petits, on n'en avait eu qu'une. De tous les primates, l'homme est sans doute le plus difficile à étudier, parce que nous mentons et que nous nous accouplons en privé et en secret, ce que ne font pas les autres animaux. Il est très difficile pour un scientifique d'étudier notre sexualité et ce qui oriente nos choix de partenaires. En conséquence, il est très difficile de se figurer pourquoi les femmes préféreraient des hommes plus grands qu'elles et les conséquences que ce choix a pour elles. Les femmes peuvent préférer les grands parce qu'ils sont génétiquement supérieurs et que leur descendance est de ce fait meilleure. Si les hommes de grande taille ont accès à de meilleures situations, leurs ressources représentent peut-être un avantage pour les femmes en réduisant la mortalité infantile et en améliorant leurs conditions. Ou encore, on peut penser que les hommes de grande taille sont plus à même de protéger les femmes des autres hommes et donc de protéger les enfants. Ça en fait des critères qui entrent en jeu. N'est-ce donc que la taille qui dicte les choix des femmes quand elles préfèrent un plus grand qu'elles ? Ce qui est vrai pour les oiseaux ne l'est pas forcément pour les hommes, et peut-être encore moins pour les femmes. Si ce n'est pas la sélection sexuelle, alors il reste la sélection naturelle. Si l'homme avait grandi en tirant son arc pendant que la femme, faible cueilleuse, restait petite. Les grandes girafes ont bien été sélectionnées parce qu'elles arrivaient mieux à trouver leur nourriture. Des biologistes ont affirmé que les grands seraient les meilleurs à la chasse, les plus forts à l'ouvrage, ce qui aurait sélectionné une plus grande taille de l'homme partout dans le monde. Qu'en est-il dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs contemporaines, comme ici les Baka au Cameroun? Les hommes les plus grands sont-ils les plus aptes à chasser? Et les femmes qui fouillent le sol ont-elles intérêt à être plus petites? Ce n'est plus aux biologistes de répondre, mais aux ethnologues qui étudient avec force détail nos cultures et leurs organisations. Il y a des populations petites qui chassent autant que des populations plus grandes. Les hommes font un gros travail, évidemment, quand ils vont à la chasse. Ce n'est pas facile de faire la chasse. Par contre, les femmes ont un travail aussi dur et fatigant que la chasse. Mais c'est vrai que les femmes font un travail plus continuel. Elles ont rarement des grands moments de repos. Dans tout le monde, à partir de l'Australie, il y a des groupes australiens qu'on a étudiés, comme des groupes de l'Amazonie, comme des groupes africains, comme le Kung du Kalahari. Il y a des descriptions d'une journée de collecte de deux petites femmes, petites parce qu'elles sont vraiment petites comme corps, genre 1m40 et même moins, qui passent la journée de 12-15 km aller-retour dans une chaleur épouvantable avec les enfants. Elles ramassent des choses, elles déterrent des racines. Elles rentrent avec un poids de 20-25 kg sur les bras, le dos. Donc c'est un travail extrêmement fatigant.
Il a quand même fallu que des ethnologues étudient nos sociétés pendant des années pour qu'on se rende compte que les femmes effectuent des tâches aussi pénibles, travaillent autant, voire plus que les hommes, que la division du travail n'a pas de justification biologique. C'est un cliché qui a la vie dure. Les femmes ne sont ni faibles ni fragiles, mais les sociétés ont toujours mis en avant le travail de l'homme et considéré celui de la femme comme subalterne. Les hommes ne sont donc pas des girafes. Ce n'est pas la recherche de nourriture qui les a fait grandir. Le problème, c'est qu'aucun des modèles qui expliquent l'augmentation de la taille des mâles ne fonctionne vraiment dans notre espèce. Alors il n'y a pas de réponse. Et si c'était la question qui était mal posée ? Beaucoup de gens se sont interrogés sur les raisons d'être du dimorphisme sexuel. Pourquoi y a-t-il cette différence ? Ce qui est intéressant, c'est que la plupart se sont posé la question en des termes sexistes, sans s'en rendre compte. Pourquoi les mâles sont-ils plus grands que les femelles ? Cela implique que la femelle est un point de comparaison passif et que la sélection naturelle agirait sur le mâle pour le rendre plus grand pour X raisons. Mais on peut aussi renverser la question. Au lieu de se demander pourquoi le mâle est plus grand que la femelle, on peut se demander pourquoi la femelle est-elle plus petite que le mâle. Les femmes ne seraient pas une référence passive. Et donc, l'évolution, ce serait aussi pour elles. Et si leur taille peut varier, alors, elles aussi, elles peuvent devenir grandes. Il a fallu attendre les mouvements féministes pour que les scientifiques renversent leur point de vue et s'intéressent à la taille des femmes. En 1976, une publication scientifique est passée quasiment inaperçue. Il s'agit de la première étude sur les femelles mammifères plus grandes que les mâles. C'est quand même très récent. C'est Catherine Rawls qui a mené cette recherche. Dans beaucoup de cas, on a établi un rapport entre une grande taille et le fait d'être une bonne mère. Une mère de grande taille est meilleure pour défendre ses petits. Il y a aussi des raisons énergétiques, comme chez les baleines. Les baleines migrent pour se nourrir dans les mers glaciales du Nord. Elles doivent se reproduire et allaiter avec la seule énergie qu'elles ont stockée à ce moment-là. Elles doivent être plus grandes pour pouvoir emmagasiner toute la graisse nécessaire pour mettre au monde leurs petits dans des eaux plus chaudes. Certaines ne se nourrissent plus dans les mers tropicales quand elles s'occupent de leurs petits. Le coût de la lactation est très élevé au plan énergétique. Je n'ai pas les chiffres en tête, ça dépend du nombre de petits et de leur rythme de croissance. C'est vraiment un coût énorme que les mâles, de leur côté, n'ont pas à supporter. Donc il vaut mieux être grande quand on est une femelle mammifère et qu'on doit allaiter ses petits, que l'on vive dans des océans glacés ou ailleurs. Cela doit être vrai aussi pour notre belle famille des primates. Nous sommes de très gros primates. Le seul qui nous dépasse est le gorille. Une grande taille représente un avantage pour les femmes, ce qui pourrait expliquer qu'il y ait si peu de différence entre hommes et femmes dans une espèce de grande taille comme la nôtre. Et le fait est qu'il est avantageux pour une femme de concevoir un bébé avec un cerveau le plus gros possible. Le cerveau grandit beaucoup après la naissance, mais le lieu le plus sûr pour sa croissance est quand même in utero, dans le ventre de sa mère. Celle-ci gagne à garder le fœtus le plus longtemps possible, et c'est pour cela que c'est un avantage d'être grande pour une femme. Contre toute attente, les femelles humaines auraient un avantage à grandir bien plus. Les femmes ont donc intérêt à être grandes, ce qui n'est pas le cas pour les autres primates. Tiens donc,
Parmi toutes les femelles primates, les femmes sont celles qui auraient le plus intérêt à être grandes pour garder leur bébé in utero le plus longtemps possible. Le problème, c'est qu'il faut les mettre au monde, ces bébés à gros cerveau. Ce n'est pas forcément facile. L'homme est un singe très particulier et qui a des caractères tout à fait originaux. Parmi ces caractères, les plus remarquables sont certainement son très grand cerveau et puis aussi son mode de locomotion qui est un mode de locomotion bipède. Sur le plan squelettique, il y a des modifications très importantes. Le rachis, la colonne vertébrale qui doit soutenir le corps, l'axe du corps. Et puis, pour les paléontologues, il y a une partie du squelette qui est tout à fait remarquable, sont les membres inférieurs et puis surtout le bassin. Et ce bassin humain, il a justement une forme en bassin, c'est-à-dire c'est une cuvette qui soutient les organes internes, alors que chez les grands singes, qui se tiennent volontiers en position quadrupède, le bassin, c'est plutôt une espèce d'arche auquel les viscères sont suspendus. Donc on a la nécessité d'avoir un bassin avec une forme relativement étroite, parce que c'est celle qui permet la marche et l'adaptation à la course, qui est une autre caractéristique des hommes. Avoir la morphologie du bassin que nous avons, ça représente un gros avantage pour être un bipède efficace et un bipède coureur. Avoir un gros cerveau, ça représente aussi un gros avantage à des tas de points de vue. Mais on comprend bien que cela implique des contraintes et, j'allais dire, une certaine complication quand il s'agit de mettre au monde des enfants d'êtres d'une espèce qui ont ces grands cerveaux et ce bassin relativement étroit. Et donc, voilà, le prix à payer, si je peux dire, pour notre grand cerveau et notre bipédie, eh bien, c'est cet accouchement qui est particulièrement difficile chez les hommes, douloureux pour les femmes, avec un mécanisme compliqué de rotation du nouveau-né au cours de la naissance. L'histoire humaine est pleine de ces récits, recettes, remèdes, expressions de l'angoisse des femmes face à cet heureux événement. N'appelle-t-on pas délivrance la fin de l'accouchement ? Au XVIIIe siècle, en Europe, un quart des décès des femmes de moins de 50 ans étaient liés à la grossesse. La naissance est en fait un parcours semé d'obstacles. Le fœtus, pour sortir des voies génitales maternelles, va emprunter ce qu'on appelle l'excavation pelvienne, qui comporte des détroits, des rétrécissements. 3 rétrécissements. Ici, ce que l'on appelle le détroit supérieur, qui est l'orifice d'entrée dans l'excavation pelvienne. Ici, le détroit moyen au niveau des épines sciatiques, et ici, le détroit inférieur. Donc une contrainte pour se dégager dans un diamètre antéro-postérieur. Vous voyez cette mécanique complexe de entrer dans un diamètre oblique, descente et rotation curviligne, puis rotation pour un dégagement antéro-postérieur. On peut comprendre aisément que des anomalies de développement du bassin puissent rendre très difficile ou impossible l'accouchement par les voies naturelles. Un exemple de bassin tout à fait pathologique dû à des anomalies de nutrition qui vont conduire à ces déformations du bassin, et on comprend bien qu'il est tellement anormal qu'il est impossible qu'un enfant puisse pénétrer dans l'excavation pelvienne et être expulsé hors des voies génitales maternelles. Ces ajustements sont tellement précis que parmi les primates, nous sommes quand même l'espèce qui a la plus forte mortalité maternelle. Dans les pays médicalisés, les femmes petites, à bassin étroit, accouchent maintenant sans problème. S'il le faut, une césarienne est vite faite. C'est le cas pour 15% des accouchements environ. Mais dans les pays sans accès à des soins hospitaliers, une situation que l'on retrouvait en Occident il n'y a pas si longtemps, une femme par minute meurt en couche pour des problèmes obstétricaux. C'est la première cause de mortalité des femmes. Et pour une femme qui meurt en couche, 10 autres sont victimes de lésions importantes. Dans les pays où sévit la malnutrition, une femme de moins d'1,50 m a 2 fois plus de risques de ne pas pouvoir accoucher.
Ces questions n'intéressaient guère les scientifiques, tant l'accouchement difficile semblait être une fatalité. Mais dans les années 2000, une nouvelle génération de chercheurs a vu le jour. Leur spécialité ? Interroger ce qui peut sembler naturel dans les différences hommes-femmes pour voir s'il ne s'agit pas de construction sociale. C'est ce qu'on appelle les études de genre. En confrontant de nombreuses disciplines, ils amènent des points de vue radicalement différents. Les pressions de sélection naturelle pour l'augmentation de la stature dans la lignée Homo ont été des pressions de sélection obstétriques, disent les paléanthropologues. Et donc en fait, c'était les femmes qui avaient des pressions de sélection pour une grande taille. Et si on suit cette hypothèse, en fait, ce seraient les femmes qui devraient être aussi grandes ou plus grandes que les hommes dans notre espèce. Now, what do you wish to say? Let me take you away from all this, my chérie. I told you they're primitive. Hey, now hold on a minute. That means dumb, don't it? That's right, Daddy-O. You're real square. Hey, this chick is hip. Ce monde-là est le monde qui aurait dû advenir si on était justement dans un modèle de sélection optimale, de sélection naturelle optimale. Donc, les femmes auraient dû grandir au cours du temps. Le cliché sur l'évolution des espèces devrait même être déroulé au féminin. Pourquoi alors ne sont-elles pas plus grandes ? Qu'est-ce qui a bien pu limiter leur taille au risque de les voir mourir en couches ? Dans toutes les espèces, ce sont les individus de petite taille qui survivent mieux quand les ressources viennent à manquer. Il vaut mieux être petit en cas de disette, surtout sur du long terme. Mais si c'était autre chose que le manque de nourriture, et pourquoi pas l'accès à la nourriture qui serait en cause ? Les primatologues ont observé chez nos tout proches cousins un comportement bien particulier. Une lutte entre les sexes pour la nourriture ? Absolument, sans aucun doute. Si le mâle est beaucoup plus gros que la femelle, il évince la femelle de la nourriture. Même chez les gorilles, là où il y avait profusion de nourriture, j'ai vu des mâles foncer vers les femelles qui avaient trouvé quelque chose de bon, les écarter de l'endroit, s'asseoir et manger. Et les femelles n'avaient plus qu'à aller voir ailleurs. Avec les chimpanzés, on sait qu'il y a une réelle compétition pour la viande. Ils adorent la viande, et ce sont les mâles qui ont tendance à chasser. Et s'il arrive qu'une femelle tue une proie, c'est le mâle qui se l'accaparera. En fait, les femelles ne peuvent pas accéder par elles-mêmes à la viande. Les mâles les en empêchent. Les femelles ne sont pas assez fortes pour la prendre aux mâles. Les mâles contrôlent complètement la viande. Et donc les femelles souffrent de la présence des mâles à leur côté. Mais elles ne peuvent rien y faire. C'est la loi de la jungle chez nos amis les chimpanzés. Avec ces mâles qui se battent entre eux pour pouvoir s'accoupler et qui prennent les meilleurs morceaux, pas étonnant que les femelles soient petites, alors que c'est quand même elles qui allaitent les petits. Il paraît qu'il ne leur reste que les insectes et les jeunes pousses pour assurer leurs besoins en protéines. Chez nous, savez-vous que ce sont surtout les femmes qui ont besoin de viande ? Pendant les périodes de grossesse et d'allaitement, elles ont besoin de 30% de protéines animales de plus que les hommes et de 5 fois plus de fer. Et le fer est aussi essentiel pour contrecarrer les risques d'anémie dus aux règles. La viande apporte des protéines et du fer rapidement assimilables. Les hommes, eux, une fois leur croissance terminée, ont surtout besoin de glucides, les sucres nécessaires au travail musculaire. Ils n'ont pas de règles, ne sont pas enceints, n'allaitent pas. La viande pour eux n'est donc pas indispensable. Y aurait-il aussi dans notre espèce comme une compétition alimentaire ? Sibérie. Après l'abattage d'un renne, la femme présente la nourriture à son mari. Elle arrange les os. Si vous êtes une femme, mangez des miettes.
Ouganda, lorsque la famille s'assoit pour manger, les hommes sont toujours servis les premiers. Le temps que les petites filles aient une chance, il ne reste plus de viande. Maroc, les hommes mangent avant les femmes et les enfants. Elles apprennent à refuser la viande. Inde, au repas, la femme nourrit son mari puis les enfants. Les garçons avant les filles. Il n'est pas rare de trouver des foyers où les femmes sont végétariennes, mais pas les hommes. Auvergne, les femmes ne s'asseyaient pas à table. Elles passaient leur temps à aller du fourneau à la table pour servir le maître de famille. Elles mangeaient ce qui restait. S'il y avait une volaille, elles mangeaient la carcasse, le cou. S'il y avait du lapin, elles mangeaient la tête. Sur mon propre terrain, au Burkina, alors que j'y allais depuis déjà une vingtaine d'années, de façon régulière, en mission, j'ai mis à peu près ce temps avant de m'apercevoir d'une chose qui aurait dû me crever les yeux dès le début, c'était l'alimentation différentielle des bébés, selon qu'ils sont garçons ou filles. Parce que je voyais bien que c'était pas automatique, que les mères ne donnaient pas systématiquement à un bébé dès qu'il pleurait. Et moi, je mettais ça en prise directe sur la nécessité de l'occupation. Elle avait une occupation très urgente, donc quand elle était très urgente, elle faisait attendre le bébé. Si elle avait plus de temps, elle lui donnait à boire. Et puis un beau jour, je me suis aperçue que c'était au bébé mâle qu'elle donnait à boire et les bébés filles qu'elle faisait attendre. Il m'a fallu un temps fou pour le remarquer. Et quand j'ai posé la question, elle me disait toutes, oui, quand un garçon pleure, il faut lui donner à boire tout de suite parce qu'il a le corps rouge. Donc si on ne lui donne pas de fureur, il va éclater, il va se faire du mal. Donc il faut lui donner. Tandis qu'une fille, on la fait attendre. Et pourquoi? Alors là, on va avoir une raison sociologique et non plus physiologique. On me répondait, parce qu'une femme ne sera jamais satisfaite dans toute sa vie et qu'il faut le lui apprendre dès le départ, de lui apprendre la frustration dès le départ. Et c'est quand même intéressant, parce qu'effectivement, vous créez de la sorte deux variétés humaines totalement différentes dans leurs attentes, l'une qui, de façon extrêmement naturelle, et c'est normal puisque c'est comme ça qu'elle a été élevée, va attendre la satisfaction immédiate de tous ses besoins et de toutes ses pulsions, et l'autre qui va être destinée à attendre le bien vouloir de quelqu'un d'autre. C'est quand même extraordinaire comme dressage. Et ça passe par l'alimentaire. Depuis peu, la FAO s'est intéressée à la discrimination alimentaire entre hommes et femmes. Elle a constaté qu'aujourd'hui, les femmes souffrent 2 fois plus de malnutrition que les hommes, et les risques de décès chez les filles sont 2 fois plus importants que chez les garçons. Les femmes sont plus souvent carencées en protéines animales, ce qui entraîne une petite taille, des bassins étroits, de l'anémie, des risques d'accouchement difficiles aux conséquences dramatiques. En fait, les discours de justification des inégalités alimentaires sont majoritairement sur l'idée que c'est les garçons qui ont besoin d'être grands et pas les femmes. Quand vous avez une organisation sociale de la pénurie, c'est ça les inégalités alimentaires, c'est donc comme je disais, c'est plus écologique, c'est plus une compétition brute entre un mâle et une femelle qui se disputent la nourriture, mais c'est vraiment un système social organisé de pénurie, puisque si les femmes sont censées ne pas manger de la viande, par exemple, ne pas avoir accès à telle protéine et les hommes, oui, vous avez là un système de pénurie organisé qui vaut pour la vie d'une femme entière sur des générations et qui perdure d'une manière culturelle sur des générations entières. Ça devient vraiment un ordre social et qui est beaucoup plus systématique, si l'on peut dire, que dans les espèces animales où il n'y a pas de règles sociales comme ça instaurées, où on va dire les femelles ne doivent pas manger tel aliment. Voilà. C'est plus de l'ordre de la compétition, c'est l'ordre vraiment de l'inégalité. C'est très facile pour les gens qui ont un pouvoir, que ce soit un pouvoir banal de classe ou de race, etc., décider que les autres ont moins besoin qu'eux, ont moins un droit qu'eux.
Et ainsi, sans y penser, nous nourrissons plus nos garçons que nos filles, épousons des hommes grands plus que des hommes petits et reproduisons nous-mêmes cette différence. Mais est-il possible qu'il y ait dans toutes les cultures humaines de l'inégalité entre les hommes et les femmes ? Je dirais qu'il n'y a pas de société où on peut dire qu'il n'y a pas du tout de domination. C'est une aberration presque intellectuelle qu'on n'ait pas vu toutes ces choses-là jusqu'à maintenant. C'est incroyable. Les apparences sont trompeuses. On pouvait croire l'image figée, alors qu'en fait, c'est une histoire en mouvement. Elle nous parle d'une domination que l'on ne remarque pas, tellement elle va de soi. Et nos corps seraient ainsi l'expression concrète d'une inégalité imposée depuis des millénaires, et qui tourne toujours. Rien ne la justifie. Alors les filles, soyons grandes.